Salut l'équipe, on se retrouve dans un nouveau décorum puisque la FIBA nous a gentiment prêté ses studios et on va pas vous le cacher, on est plus à l'aise dans ces sièges que sur le parking de notre appartement. Avec moi pour débriefer les deux derniers quarts de finale de l'Euro et les previews des demi-finales parce qu'on connaît le dernier carré de la compétition, Stephen Brun, le Porzingis français qui nous régale. Ça va mon Steph? Ça va mon petit Erwan, ça va, t'as raison de le dire parce que tous les chauffeurs de taxi me confondent avec Kristaps Porzingis, donc je joue le jeu en fait. Il y a 20 cm d'écart quand même. Hein. Ou ça, par la taille? Par la taille. Ouais, c'est vrai. Après, on pourrait te confondre avec Boulbis aussi, parce que tu nous mets tellement des branlés au paddle qu'on pourrait te confondre avec un bon joueur de tennis. Ernest Gulbis, bravo, belle référence. Est-ce que tu as déjà commencé une compétition au stade des demi-finales? J'ai déjà commencé une compétition au stade. T'arrives et tu joues direct en demi-finale. Ah non, ça m'est jamais arrivé. Eh ben, Thomas Laroukis, c'est ce qu'il fait. Bienvenue Thomas Laroukis, on t'attendait depuis le début de cet Euro, te voilà enfin. Bien arrivé Ouais, très bien arrivé, très bien accueilli surtout. Et puis moi, tu sais, je suis là dans les grands moments, et la demi-finale, ça me parle. Et hâte de voir en tout cas ces deux grosses affiches. On s'est déjà régalé hier sur l'écart. Bon, voilà, tu as pu voir quand même l'écart, c'est quand même important puisqu'on va débriefer des quarts de finale. On va tout de suite se plonger, les amis, donc dans le débrief des deux derniers quarts de finale auxquels on a assisté hier. On va aller tout de suite dans le match qui a été clairement le plus chaud hier soir. Allemagne face à la Slovénie, Dennis Schröder face à Luka Doncic. Et Steph, avant de rentrer dans le détail, dans ce début de match qui a été électrique, on a assisté à un match de muerte, même si ça a été un match très offensif. Oui, un match de muerte avec une tension extrême. De temps en temps même une ambiance délétère sur le terrain, lancée par l'arbitrage ou lancée par Luka Doncic au choix. Je vous laisse faire votre point de vue là-dessus. On parle de l'ambiance aussi, la salle était pleine, mais bon, on est quand même très loin de l'atmosphère qu'on a connue avec les Lituaniens la veille. Écoute, moi je me suis régalé, j'ai vu une nouvelle fois un joueur d'exception en Luka Doncic qui a failli amener quasiment lui tout seul cette équipe-là en demi-finale. Malheureusement, ça suffit pas, on en parlera un peu aussi du supporting cast de cette équipe slovène. Et les Allemands qui font, il faut le dire, un match très moyen au final, s'imposent quand même et se retrouvent une nouvelle fois dans le dernier carré d'une compétition internationale. Les Allemands s'imposent donc 99-91 dans un match où, Thomas, on va revenir sur le début de match parce qu'en fait, c'est l'un des premiers tournants de la rencontre. C'est le bon début de match des Slovènes avec un Luka Doncic qui a du mal à trouver de l'adresse, qui est défendu par Bonga. C'est un match-up qu'on attendait. Et surtout, il y a cette faute technique à Luka très tôt dans le match. C'est sa deuxième faute. Et tout de suite, derrière les arbitres... Sa première. Après, il va faire une faute. Et derrière, les arbitres, en fait, avec cette faute technique très tôt dans la rencontre, vont avoir beaucoup de mal à maintenir ce cap sur les 40 minutes. L'arbitrage va avoir une vraie importance dans cette rencontre. Ouais, ces deux premières fautes rapides vont complètement changer la physionomie du match. Tout de suite, on voit que les joueurs slovènes sont assez agacés d'entrée. Et puis, ça change aussi, je pense, le plan de jeu des Allemands qui, tout de suite, vont insister sur Luka Doncic et finalement vont un peu déjouer parce qu'ils ne vont pas jouer leur jeu, vont insister pour essayer de lui faire provoquer sa troisième faute. Il est assez malin, il évite. Ils essaient de le cacher en le mettant sur Bonga défensivement. Et puis, c'est un match assez bizarre auquel on a assisté. Beaucoup de contestation au niveau de l'arbitrage, beaucoup d'attitudes qu'on n'aime pas spécialement voir des deux équipes, surtout les Slovènes qui font ça depuis le début du tournoi. Donc, c'était un match assez spécial quand même. Après, Steph, on va revenir sur cette faute technique donc très tôt dans la rencontre. Lucas se retrouve avec deux fautes après à peine plus de 2 minutes. On se dit, oula, s'il prend une autre technique, s'il prend une antisportive, c'est fin de match. Et on sait que les arbitres ne peuvent pas expulser Luka Doncic au bout d'un quart-temps ou même d'une mi-temps. Donc derrière, est-ce que tu es d'accord sur le fait que cette faute technique, elle change un petit peu tout? Elle change déjà l'ambiance du match et le mood du match, puisque bon, Lucas, dès les 30 premières secondes, il est insupportable comme il peut l'être sur le terrain avec les arbitres, parce que c'est au bout de 2 actions qu'il commence à mettre une belle branlée à un arbitre qui, lui, dit « Écoute, mon grand, je ne sais pas de quoi tu me parles ». Donc, il lui pose une technique très tôt. Lucas, en conférence de presse, se plaindra j'ai même pas un avertissement, en fait. Avertis-moi qu'à la prochaine véhémence, tu me mettras faute technique, parce que dans tous les cas, cette véhémence, elle arrivera. Donc, tu me la mettras, la faute technique, quoi qu'il arrive, mais attends un peu, et c'est vrai que ça change tout. Il y a l'épée de Damoclès, tu viens de le dire, d'une autre technique ou d'une autre antisportive qui l'enverra prendre la douche avant les autres. Il y a aussi après, il est forcément ciblé par les Allemands qui... Ils ne le feront pas en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, cible énormément Luka Doncic pour essayer justement de le faire provoquer cette faute-là. Et le début de match, il est un peu bizarre parce que les Allemands bombarde à 3 points, même pas dedans, à l'image de leur 8e de finale aussi contre les Portugais, il me semble, où ils ont mis 30 minutes avant de trouver la mire. Et puis les Slovènes, même si Luka n'impacte pas offensivement sur ce début de rencontre, il y a un garçon comme Gagorovat qui fait un début de match énorme, Klemen Prepelic sur sa rentrée, ils sont à plus 12 ou plus 13 à la fin du premier quart-temps, les Slovènes. Parce que Thomas, le début de match des Slovènes, il est compliqué avec ces 2 fautes de Luka, mais
ils ont l'avantage au score. Ils sont beaucoup plus agressifs. Ils sont très dominants aussi au rebond offensif. Ils arrivent à avoir beaucoup de possession. Et ce début de match, finalement, il a l'avantage des Slovènes. Et on voit des Allemands complètement déjoués. Ouais, ils sont dans leur rythme, ils arrivent à trouver des solutions. Luka, encore une fois, même quand il n'est pas au scoring, toute l'attention est portée sur lui. Il arrive à trouver ses shooters, que ce soit Horvath, Prepelic. Et il joue comme ça depuis le début de la compétition, à l'énergie, un peu en sur-régime presque, on a l'impression. C'est pour ça qu'au fil du match, c'est compliqué de tenir 40 minutes comme ça. Mais ouais, ils sont dominants en fait. À la surprise un peu générale, ils dominent cette Allemagne qui est grand favori qui fait partie des favoris sur ce tournoi. Et les Allemands, on les sent hésitants. Ils ne savent pas trop sur quoi jouer, comment jouer. Ils ont de la maladresse à 3 points, ce qui les perturbe aussi. On sait que alors, ils ont mis dedans dans le tournoi, mais leurs deux stars, ce n'est pas des grands shooters à 3 points. Schroeder et Wagner, ce n'est pas leur spécialité. Donc, on va voir leurs stats là, ouais. à Wagner et à. Et donc, ça les met dans le doute. Et les Slovènes prennent confiance en fait d'entrée. Ils prennent confiance d'entrée. Et après, c'est très compliqué. On les a vus, les Slovènes, quand ils arrivent à emballer le match, quand ils sont en rythme, ils prennent des shoots avec confiance. C'est aussi ça qu'ils veulent. Quand Luka joue pour lui, quand il lâche la balle, il sait que en fait, les autres sont là pour balancer, quoi qu'il arrive. Et après, parfois, c'est une pièce en l'air. Là, c'est pas tombé du bon côté. Il y a aussi, je pense que les Allemands ont été surpris du choix tactique de Sekulic, le coach slovène, qui démarre quasiment sans poste 5, puisque Alanovic est sur le banc. Il démarre avec une line-up qui est plutôt équilibrée en taille, et il switch surtout, en fait, les Slovènes sur le début de match. Et ça perturbe un peu les Allemands qui s'attendaient à devoir jouer beaucoup de pick and roll avec Omic, qui, sur une défense pick and roll, est obligé de contrôler et est très faible au niveau latéralité. Donc ça aurait pu permettre à Schroeder, éventuellement, ou à Wagner d'aller vers le cercle. Et là, c'est pas ça. C'est des postes 4-5 un peu hybrides. Ces mecs-là comme Muric, comme je me rappelle plus de son nom, l'autre intérieur, les mecs qui switch sont capables de tenir les duels, et je pense que ça chamboule un peu les Allemands, cette physionomie d'équipe slovène. Ça chamboule les Allemands, et on voit aussi que sur demi-terrain, les Allemands sont omnibulés par provoquer la 3e faute de Luka. Et du coup, et comme les Slovènes changent surtout, donc ils font en sorte d'arriver toujours sur un match-up avec Luka. Mais finalement, derrière, on ne retrouve pas ce basket allemand, un petit peu de rythme, de passe, de drive. Et il s'entête un petit peu dans cette défense. Et ça fait le jeu de la Slovénie qui mène en première mi-temps. Et parce que Luka fait aussi le choix on l'a vu sur les 1 contre 1 avec Wagner, avec Schroeder, de reculer, de lui dire allez-y, mettez vos shoots. On verra après. Et ils n'osent pas vraiment les prendre. Ils ne sont pas encore en confiance. Ils essayent d'aller le percuter pour provoquer la 3e. Mais finalement, ils jouent un peu à contresens, et donc ça les perturbe mentalement. Ils sont pas en confiance pour tirer assez de loin. On voit Wagner qui essaie d'insister, mais Luka essaie de rester bien droit. D'ailleurs, quand il prend sa 3e faute, il essaye de suivre sur le drive Maudolo, mais on voit que c'est pas sa spécialité à Luka Doncic. Il se fait un peu prendre dans les jambes, et comme d'habitude, il râle en disant qu'il n'y a rien sur... On l'a vu avoir une attitude défensive sur cette 3e faute sur Maudolo. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas fait un slack défensif aussi longtemps, Luka Doncic. Il s'est réveillé ce matin, il avait une courbature, il avait une contracture à l'adducteur. Mais il y a aussi que les Slovènes t'emmènent sur un rythme de merde à faire jouer demi-terrain. Et on sait que les Allemands, avec Schroeder et Franz Wagner, ils adorent quand ils peuvent avoir de la relance, de l'open court pour finir. Wagner, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Ils ont un très bon repli, les Slovènes. Ouais, et ils les font jouer sur demi-terrain, en fait. Et ça les emmerde. Ils sont bloqués, les Allemands, là-dessus, de jouer sur du 5-5 demi-terrain, comme ce qu'on fait un peu les Géorgiens face à l'équipe de France. La Slovénie, donc, je le disais, mène à la mi-temps. On imagine que les Allemands vont revenir dans le 3e quart-temps avec un ajustement tactique, avec une autre envie aussi, parce qu'il y a un mec qui passe complètement au travers de cette première mi-temps, c'est Dennis Schroeder, qui a vraiment peu d'impact finalement sur ce match-là. Là, il met pas un tir à 3 points. Pas inspiré, et même maladroit, mais pas inspiré aussi, Steph. Maladroit sur le tir à 3 points. Alors, on sait que Dennis Schroeder, c'est up and down en fonction des matchs sur le tir longue distance. Mais même sur ses percussions, ses drives, on l'a vu louper des petits lay-ups qui d'habitude ne loupent jamais. Même Franz Wagner n'est pas en énorme réussite, parce que je crois qu'on cumulait à la fin les deux, je crois que c'est 11-37, Wagner et Schroeder. Donc, il y a beaucoup de déchets. Après, il reste dans la rencontre aussi. Pourquoi? Et ça a été la grande polémique de fin de match, parce qu'il tire énormément dans ses francs, il provoque des fautes. Alors, les Slovènes sont peut-être la pire équipe à arbitrer, on va pas se mentir, parce qu'à chaque contact, il y a un mec qui est par terre. Parfois, il n'y a pas de contact, il y a un mec qui est par terre. Très compliqué d'arbitrer les Slovènes. Ils t'attrapent le bras, ils sont dans le trucage au rebond, ils se laissent pousser, ils se laissent tomber par terre. Donc, c'est très frustrant. Et un gros big up aux Allemands qui, malgré tout ça, ils auraient pu vriller, disjoncter. Il y avait de la frustration parfois sur certains coups de sifflet. Tu voyais Bonga, tu voyais Wagner en rigoler. Mais ils sont restés quand même concentrés. Ils ne sont pas sortis de ce match-là. Et les Slovènes, parfois, peuvent t'emmener à sortir du basket pur
et à péter les câbles. Ils sont restés plutôt sereins. Le calme, le flegme des Allemands qui leur permet de rester dans la rencontre et de ne pas péter les plombs, alors que les Slovènes t'amènent à tout pour péter les plombs. Surtout font des fautes violentes. Hein. Ouais. Prepelic, Nikolic, ils mettent Dietrich Schroeder qui termine au premier rang sur les courts side. Ouais, il joue bien le coup aussi, Schroeder. Il se laisse bien exploser en espérant avoir la lentille sportive. Moi, quand je vois Prepelic faire une diagonale comme ça ouais. pour mettre un plaquage cathédrale, il y a quand même contact. Hein. Ça va pas choquer. Quand on te les met celle-là, là où Factory, t'es pas content. Donc il y a le calme des Allemands, et puis il y a, pour moi, ce qui est la bascule du match, c'est la fin du troisième quart-temps. Nikolic, un petit tir à mi-distance à 3-4 secondes de la fin du troisième quart-temps, il rate, rebond Tristan da Silva. Pour passer à +9, rebond Tristan da Silva, prière des trois quarts du terrain. Avec le carreau, panier à 3 points. Et derrière, sur le début, entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, les Allemands vont enfin mettre un run. Ils mettent un 10-0 aux Slovènes. Et on a l'impression que c'est le tournant du match, Steph. Ouais, clairement, la dynamique change. Il retrouve un coup de chaud d'Andrea Hobbs qui met un tir à 3 points sur une jambe à la Steph Curry, le Steph Curry allemand. Il remet un autre tir à 3 points. Il retrouve de l'adresse à 3 points. Il y a un énorme passage de Jonas Timan aussi, qui a été kata en première mi-temps, qui en deuxième, un post-up. Il va mettre un move. Il met un tir à 3 points. Prise de position. Il provoque des fautes. Daniel Theis, sur 40 minutes, il était exceptionnel. Daniel Theis, pas loin d'être. Alors, il y a des mutants, mais pas loin d'être un des meilleurs joueurs de l'Eurobasket, Daniel Theis, pour les Allemands. Et les Slovènes, on a quand même mis de côté, malgré tout, les fautes de Luka Doncic, qui fait une première mi-temps d'exception. Luka Doncic, il fait un match énorme, mais ça suffit pas parce que il n'y a plus les tirs de génie de Prepelic qui commence à avoir les cannes. Il finit à 3 sur 10 à 3 points alors qu'il a démarré en mettant 3 filoches. Les mecs sont épuisés, en fait, les Slovènes. Et l'apport du banc, les rotations allemandes, fait que c'est Lucas qui doit sauver la patrie et il n'y arrive pas. Il s'en voudra d'ailleurs en disant qu'il a fait quelques mauvais choix sur la fin de rencontre. Des Allemands qui mettent donc ce 10-0 à cheval sur la fin du troisième et début du quatrième. Et en même temps, Thomas, on voit les Slovènes qui commencent à tirer la langue avec ce game plan qui est compliqué parce que tout le monde peut tirer à 3 points autour d'un génie qu'est Luka, mais en fait ça devient trop limité par rapport sur une défense comme les Allemands. Oui, il est bien défendu. Après, il a des shoots à lui. Enfin, tous ses shoots ont l'air difficiles, mais c'est des shoots à lui. Il peut aussi faire basculer la rencontre sur la fin de match, mais il est quand même très bien défendu par les Allemands et décide de faire confiance à ses coéquipiers. Et comme l'a dit Stephen, ça tombe plus dedans à un moment vers la fin parce que c'est des shoots compliqués. Prepelic, il a plus les cannes et puis ils n'arrivent pas à trouver d'autres solutions. Et on voit que là aussi, l'expérience et la profondeur de banc, ça coûte cher sur les fins de rencontre comme ça, surtout quand on est arrivé déjà en quart de finale. Et quatrième carton qui a duré 3h30. Et les Allemands qui tirent 14 ou 15 lancers francs sur le quatrième quart-temps. Là aussi, ça fera une autre polémique. Ils tirent 30 lancers francs au final contre 20 pour les Slovènes. Donc, il y a 10 points de différence. Mais est-ce que c'est vraiment scandaleux, en fait, cette différence au lancer franc? Je ne suis pas sûr. On va revenir quand même sur la fin de match. Ouais. L'Allemagne va s'imposer, 99-91, on l'a dit, de manière assez logique, même si les Allemands ont dû un petit peu piocher. Et je veux qu'on revienne sur la fin de match, même sur l'après-match, sur les déclarations, sur l'attitude de Sekulic qui est allé mettre une avoinée monumentale aux arbitres à la fin du match. J'ai l'impression que les Serbes, autour du meilleur joueur du tournoi. C'est les Slovènes. Les Slovènes, je dis quoi? Les Serbes. Oh, super. Que les Slovènes, qui ont le meilleur joueur du tournoi, soient un petit peu rentrés dans un. Mais ça a été comme ça tout le long du tournoi. Tout le long des campagnes, en fait. Ouais, mais là, celle-là, ça a été la pire. Je suis pas sûr. Rappelle-toi Berlin, la fin de match. Justement. Oui, mais la fin de match, et sur une séquence-là, j'ai l'impression que tous les matchs, ça a été houleux avec de la Slovénie. Non, mais déjà, toujours vu comme ça, en fait. Déjà, la problématique, c'est que quand ton leader parle tout le temps aux arbitres de la première à la dernière minute, ça veut dire qu'il emmène tout le reste de l'équipe avec lui. Ils font pareil. Quand ses coéquipiers râlent après l'arbitre, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, Luka Doncic? Là, il y a les kinés qui mettent des années aux arbitres. Parce que leur meilleur joueur, leur star, un des meilleurs joueurs du monde, fait que râler après les arbitres. Donc, ils suivent le mouvement. C'est lui le leader, c'est lui qui montre l'exemple. Et il est insupportable, honnêtement. Moi, c'est mon joueur préféré, vous savez. Il est insupportable de la première à la 40e minute. Il se dit, oui, on aurait pu m'avertir. Mais en fait, tu mérites entre 10 et 15 techniques par match. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour l'arbitrer, ce mec? Hier, en zone de presse, à la fin du match, on a tous une discussion. On est fasciné parce qu'on vient de voir, parce qu'il met des tirs incroyables. Il fait ces fameux tirs à 3 points. Tu fais, et en même temps, on est là, on dit, mais quel comportement atroce. Et moi, sur cet Euro, tous les matchs que j'ai vus de la Slovénie, ils pourrissent les matchs. Tu es là, des fois, tu regardes, tu te fais, ils sont chiants.
C'est problématique. Ouais, mais ça fait partie de leur force aussi. Ah ben oui. Parce qu'aujourd'hui, avec une équipe qui, on le rappelle, très amoindrie, parce que normalement c'est Josh Nebo et il manque Kanchar qui est un poste 4. Retenu par leur club de Milan. Ça devient une autre équipe si les deux sont là. Aujourd'hui, ils sont à 2 doigts d'aller en demi-finale avec Luka Doncic et autour pas un seul mec qui joue en Euroleague. C'est une équipe milieu de tableau pro, quoi. Il n'y a pas un mec qui joue en Euroleague. Il y avait 5 ou 6 mecs qui découvraient un Eurobasket, dont le futur joueur du CSP Limoges, Léon Stargard, qui donne de temps en temps quelques minutes. C'est une équipe qui est, sur le papier, très faible, emmenée par un mec hors norme. Mais autour de ça, est-ce que quart de finale, c'est leur limite avec cette équipe-là? Mais s'ils leur permettent d'aller en quart de finale, c'est Lucas, mais c'est aussi leur façon de pourrir les matchs, c'est une de leurs armes. De truquer, d'avoir du vice, de gratter des fautes. Ça fait partie de l'ADN slovène. Alors, c'est ultra frustrant. Lucas, tu as raison, il n'y a pas une action qu'il joue, que ce soit en attaque ou en défense, où il n'a pas un mot pour l'arbitre. Tout le temps. Je ne sais pas combien de possessions il joue, 70 ou 80. Sur les 80 possessions, il parle à l'arbitre systématiquement. Il n'y a pas une fois où il fait un aller-retour complet, où il n'a pas un regard dédaigneux en disant « t'es une sous-merde » à l'arbitre avec ses yeux. Il n'y a pas un moment où en fait, il dit « tiens, je leur fous la paix ». Donc, mais ça fait partie du truc. Est-ce qu'il faut vivre avec ça ? Je pense qu'il faut vivre avec ça. Il a 26 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si à un moment donné, Luka Doncic, on va voir avec les Lakers. Il a la même attitude en NBA. Hein. C'est pas spécifique. T'es calmé un tout petit peu en arrivant aux Lakers. Un tout petit peu, j'avais trouvé. Après, au bout d'un moment aussi, voilà, soit il faut le sanctionner d'entrée de compétition, lui dire voilà, et on a le droit de parler avec les arbitres, mais cette année, ça sera pas. On va te sanctionner tout de suite, faute technique. En fait, et au bout d'un moment, tu peux pas parce que c'est une star et tu peux pas aussi le. C'est archi intéressant. Moi, je reste persuadé que certains seront pas d'accord, mais que les superstars sont arbitrés différemment. Oui, mais dans le jeu, dans le basket. Oui, mais dans le basket. Mais si tu dis stop, tu me parles pas une fois, tac, tu me parles pas 2 fois. Si pour l'image, le spectacle. Oui, les gens qui ont payé 150 € dans Bifton, Luka Doncic qui vient te parler 5 fois au bout de 3 minutes, il finit à la douche en milieu de premier quart-temps, personne n'est gagnant. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que vraiment, honnêtement, hier, j'ai vu un bon match de basket, mais ça a été pourri par les attitudes de Luka Doncic notamment. Et les arbitres, du coup, pour être cohérent, c'est très très dur pour eux. Parce que l'arbitre qui met la première technique, il met ses 2 potes aussi dans la merde en se disant bon, maintenant, il faut qu'on arbitre 37 minutes avec un mec qui va nous insulter toute la rencontre. Il faut qu'il finisse le match, en tout cas, pas qu'il soit pas expulsé. Et ça rend le match spécial. Après, moi, ça fait partie du package. Hein. Enfin, le match qu'il fait hier, j'ai envie quand même de mettre en valeur la performance. Ah ben oui. Plutôt que de dire que c'est une sous-merde en termes de l'attitude. Personne n'a dit ça. Non, mais là, parce on parle que de lui et son attitude de merde. Il fait quand même 39, 10 et 7. Il est exceptionnel. Donc, c'est un package complet à prendre, Luka Doncic. C'est ce qui rend compliqué, c'est ce que je dis, c'est ce qui rend compliqué, c'est qu'on ne peut pas se passer de Luka Doncic. Dans un Eurobasketball, en FIBA, on ne peut pas se passer. Mais en fait... Ouais, mais où est la limite, en fait? Il bat Lazare, il chie en centrale, c'est pas grave. Steph, c'est toute la question. Et dites-nous dans les commentaires où est la limite autour de Luka Doncic. Justement, moi, ma frustration, elle vient de là. Quand il prend sa technique rapidement, qu'il a 2 fautes au bout de 3 minutes, je vous avais dit, je suis content, je vais voir pour la première fois, je vais le voir jouer en live. Je me dis, putain, fait chier, ça se trouve, il va sortir pour 5 fautes. T'inquiète. Match, hein. Oui, il a fait le match. Il a joué 17 minutes avec 4 fautes. Je me dis, ça se trouve, il va jouer 20 minutes et ça me fait chier de ne pas voir Luka Doncic sur le terrain. C'est aussi pour tous les basketteurs qui regardent. Et moi, je sais qu'il y a des arbitres qui nous regardent et j'aimerais beaucoup qu'on enlève ces fautes techniques. Aux fautes personnelles. Aux fautes personnelles. Il faut faire comme un NBA. C'est trop pénalisant. Donc ça veut dire aussi que tu laisses l'opportunité à un mec de vriller complet pour une technique et ça coûte rien. C'est pas grave. J'ai envie de les voir sur le terrain. Moi, j'ai envie de les voir sur le terrain. C'est un débat magnifique qu'on pourra avoir certainement cette année autour de la NBA ou même autour d'une émission spéciale parce qu'on a d'autres choses à raconter. Mais ce qui est sûr, c'est que Luka Doncic est le meilleur joueur du tournoi, nous a régalé. Mais il n'y a que lui qui a cette attitude-là parmi les superstars. Yanis. Pas comme ça, Şengün, pas comme Jokic, ça, Markkanen, pas comme ça, Jokic, pas comme ça. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est pour ça aussi qu'il est unique. Il y a des grandes discussions et des grandes questions, même pour lui. Il a gagné en 2017 avec Dragic, il était option numéro 2. Est-ce qu'un jour, Luka, avec cette attitude, peut gagner? Il y a le supporting cast, mais il y a l'attitude aussi. Ça sera toutes les grandes questions. On retrouvera en tout cas la Slovénie, on espère, à la Coupe du Monde 2028. Si tout va bien. 2027 au Qatar. 2028, elle est très bien. On va passer à l'autre demi-finale qui a été plus calme, quoique les Finlandais se sont imposés face à la Géorgie dans un
beau match de basket encore de la part des Finlandais, ce basket de passing game, de tir à 3 points, d'allant, où tout le monde joue pour les autres. Et on a vu les Géorgiens se battre, s'accrocher, mais les Géorgiens beaucoup trop courts, Steph. Les Géorgiens beaucoup trop courts, très mauvais début de match, ils sont presque à -20 à un moment donné sur cette première mi-temps. Mamou débute le match où il est très longtemps à 0 points, pas impliqué dans le jeu, il touche très peu de ballons. C'est Toko Shengelia encore une fois qui les porte très tôt dans le match. Face à une équipe finlandaise où on l'a dit, on le répète, bien huilé, du jeu sans ballon, ça coupe, ça sous sa ligne, dès qu'il y a un tir ouvert, il filoche, et les Finlandais s'imposent avec, je mets les guillemets, un petit Lauri Markkanen, parce qu'on aurait pu croire que ultra dépendance à Markkanen, ils ne peuvent pas gagner si Markkanen ne fait pas un match à 30 pions ou plus. Là, il finit 17, je crois, Markkanen. Cette équipe-là, ils gagnent parce que Jantunen aussi est exceptionnel dans l'adresse à 3 points, parce qu'ils ont des garçons comme, vous parliez de tournant du match, il y a un autre tournant, c'est le 3 points de Little en tête de raquette où c'est à la fin des 24 secondes, il ne sait plus quoi faire. D'ailleurs, je crois qu'il doit voir la fin des 24 il le voit au dernier moment. Il jette une prière, ça tombe dedans. Ils ont des mecs, Nkwama, je crois, que le joueur préféré de Thomas, qui est un poste 3 qui a failli mettre un énorme Tomar, par contre, un énorme poster. C'est 4-5, quoi. Ouais, sur Toko. 3-4, non 4-5. 4-5 4-5, ouais. Ouais, 4-5, allez. Sur Toko Shengelia, mais il y a une unité d'équipe finlandaise qu'on ne retrouve pas en face. La Géorgie, où Bitadze a saccager son équipe une nouvelle fois en prenant. Expulsé, lui, pour le coup. Il se fait expulser sur une gorgette, il avait antisportive. Gorgette. Il se fait expulser. Toko Shengelia se fait expulser aussi. C'est une équipe qui est tout le temps sur un fil en termes d'émotion, en termes d'attitude. Malgré tout, ils sont pas loin de revenir parce qu'ils ont un shooter Sanadze qui fait un match exceptionnel et remarquable, mais ça reste trop court là aussi dans le supporting cast. Dès que tu rentres dans les rotations, le combattant de MMA là, Bujanadze, bon, il est bien gentil, mais il faut qu'il retourne à Fitness Park, donc ça manque un petit peu de talent et ça tombe bien. Ils explosent à la fin. Notre invité, il vient faire un débrief de la compétition de la Géorgie et faites-lui un petit peu de place. Tom, j'ai envie de te parler d'un joueur parce que moi hier ça m'a rendu malade, c'est Kamar Baldwin, qui nous a détruit en 8e de finale face à donc avec l'équipe de France et qui hier fait un match dramatique. Il marque 0 points, il me semble. Non, de lancer. De lancer. Ouais, marque pas de panier dans le jeu. Presque, on aurait préféré qu'il soit bon pour se dire finalement, c'est un bête de joueur. Bon, voilà, c'est pas un mauvais joueur, hein, c'est un joueur correct. C'est un joueur de Euroleague très correct, mais là, quand on le voit jouer hier, il passe complètement au travers parce qu'il est aussi bien défendu. Il est défendu intelligemment. Voilà, ils sont en contrôle sur lui et il passe au travers parce qu'il avait été peut-être en sur-régime contre nous. Il y a des soirs comme ça où tout tombe dedans, où tout fonctionne. Et là, hier, pour revenir sur la Géorgie, ça fait mal. Ouais. Et la Géorgie ce qui était sa force aussi jusque-là, c'est jouer avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'envie, a été un peu sa faiblesse. On voit des mecs avec des mentales quand même je pense à Bitadze. C'est bien d'être sur place des fois parce on peut regarder un peu le banc, un peu les réactions et tout. Bitadze, que j'aimais beaucoup quand il est arrivé à NBA, je comprends un peu mieux maintenant ce profil. En fait, il est complètement taré. Il pète les plombs au bout de 2 minutes. Quand ça n'arrive pas avec l'arbitrage, il sort sur le banc pendant 5 minutes sur le banc. Il est en train de jeter des bouteilles, jeter des serviettes de partout. Il ne check pas les mecs du banc. Non, il ne check pas. Il leur dit, les mecs du staff viennent lui taper la main, il leur tape, il fait des casse. À un moment, il sort, il dit à tout le monde ne me touchez pas et tout quand il va sur le banc. Enfin, il est complètement cinglé. Il a beaucoup de qualité sur le terrain. Mais cette équipe, c'était aussi leur force, voilà, de jouer avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et là, au bout d'un moment, contre une équipe finlandaise, franchement, c'est un peu le coup de cœur de cette compétition. Ils jouent super bien collectivement. On voit qu'il y a une alchimie entre tous les joueurs. Même, on voit les joueurs du banc qui encouragent les plus jeunes. Ça se parle beaucoup. Ça vit. On sent qu'il y a une confiance. Les mecs qui rentrent 1, 2, 3 minutes, c'est pas un souci. Le petit Murinen là, qui a un diamant, hein, mais qu'il faut gérer parce qu'on sent qu'il veut faire des choses, mais qui joue à chaque fois 10-11 minutes, qui est excellent. Et voilà, et les anciens lui parlent beaucoup. Tu allé ou pas, Murinen, hein? Ouais. Là, magnifique. Et la hiérarchie, elle est parfaitement installé par le coach. Voilà, tout le monde sait ce qu'il a à faire et c'est une équipe qui nous régale. Honnêtement, c'est un régal de les voir jouer. Et pendant le match hier, on va faire une confidence. Erwan me dit, Murinen, il dit, Zachary Rizaché ne peut pas faire ce que Murinen fait. Et on a cette discussion en disant, mais pourquoi? Comment? Je dis pourquoi? Oui. Le rôle. Attends, j'ai pas dit alors. Si tu me permets, je dis comment? Je n'expliquais pas qu'un joueur. Je parlais de Bilal et de Zachary. Je fais comment des joueurs installés en NBA, alors dans des projets
certes différent, n'arrive pas à avoir un impact comme Mourinen qui sort du banc. Je peux pas comparer. Mais parce que moi, j'ai l'impression que si tu mets Bilal Koulibaly, et ma réponse était si tu mets Bilal Koulibaly, Zakaria Zaché dans cette équipe finlandaise où tout est plutôt huilé, bien organisé, je pense que Bilal Koulibaly, Zakaria Zaché font des cartons. Et si tu mets Mourinen avec l'équipe de France, je suis pas sûr que le gamin il arrive à s'exprimer comme il s'exprime aujourd'hui. C'est intéressant que tu reviennes là-dessus parce que le débat c'était pas qui est meilleur. Ah bah non. Comment on explique qu'on a des joueurs avec des qualités athlétiques similaires qui n'arrivent pas à s'exprimer aussi? C'était ça la question. Parce que c'est vrai que quand on va jouer cette équipe de Finlande, il y a une hiérarchie autour d'une superstar. Il y a des joueurs de devoir. Et tout le monde se passe la balle. Et puis j'ai l'impression que tout le monde est là pour la bonne cause. Et c'est une équipe aussi qui s'est construite depuis quelques années maintenant. C'est une équipe on les avait déjà vus à Berlin. Qui a un vécu collectif, qui se connaissent par cœur, avec le même coach depuis pas mal de temps aussi. Donc il y a beaucoup de choses pour expliquer ça. Et pour revenir sur Kamaru, je vais faire une petite vanne. Il est passé de Wade Baldwin à Alec Baldwin en 48 heures. Tu l'as ou pas, Alec Baldwin? Non, ça m'intéresse pas, ça. Ok, très bien. Cinéma, quand même. Oui, je l'ai bien sûr. Wade Baldwin, tu l'as? Non. Oui, le joueur, oui. Bravo. Ouais. Bon, très bien. Non, je voulais revenir vite fait sur Markkanen. C'est vrai qu'il n'a pas forcé et tout. Il a mis que 17 points, mais c'est pas un 17 points à 5 sur 25 au shoot. C'est un super pourcentage. Il a fait confiance à ses coéquipiers. Il a vu que ça se passait bien. On se doute bien que sur la fin de rencontre, si ça s'était joué à une ou deux possessions, c'est lui qui aurait pris les choses en main. Et c'est ça aussi la force d'une équipe. Quand tu as superstar, finalement, elle a confiance en tous ses coéquipiers. Victoire donc de la Finlande, 93 à 79, les Finlandais qui vont découvrir donc le dernier carré d'un Euro. Pour la première fois, les gars, on va pouvoir se plonger dans les previews justement de ces demi-finales. Ça commence demain. 17h avec Finlande-Allemagne et puis à 21h, un énorme Grèce-Turquie. Vous le savez, si vous voulez jouer avec nous, il y a notre partenaire Winamax qui nous suit. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Alors, on vous rappelle, si vous voulez jouer avec nous, vous êtes évidemment majeur et vous avez de l'argent à jouer. Surtout, on ne tape pas dans les économies. Les previews, messieurs, de ces demi-finales. On rappelle hier qu'on a fait quand même une longue vidéo. On est revenu sur la demi-finale entre la Grèce et la Turquie, ce fameux match-up entre Yanis et Şengün. Thomas, tu n'étais pas avec nous pour cette preview-là. Donne-nous un petit peu ton avis sur cette demi-finale qui sera demain à 21h. Moi, je pense que ça va se taper dessus, tout simplement. Ça va être un match très, très dur, très rugueux. Les Grecs, il n'y a pas énormément de talent. Par contre, ils envoient du bois, ils sont très au sol. Et après, il va y avoir surtout ce duel de stars. Bon, je pense que tout le monde l'attend. Deux des meilleurs intérieurs aujourd'hui du monde qui vont s'affronter avec des styles complètement différents. Forcément, il y a un petit avantage au niveau de l'effectif à la Turquie. Après, on sait que les Grecs, ça va dépendre aussi de leur adresse. La Mitoglou, le jeune, je ne me rappelle plus le Milan Barbic, plus Samodurov aussi. On a vu qu'Yanis leur faisait confiance. Ils vont aussi dépendre de leur adresse à 3 points. Ça va être un match très intéressant et hâte de voir ce match-up surtout. Allez, le deuxième demi-finale, on va prendre un peu plus de temps parce qu'on la connaît que depuis hier soir. Ça va être donc l'Allemagne face à la Finlande et vous allez voir les cotes Winamax. L'Allemagne est cotée à 1,11, donc c'est pas énorme, ils sont évidemment grands favoris face aux Finlandais, côté à 6. On rappelle que la Finlande et l'Allemagne s'étaient rencontrés déjà en phase de poule, que Bonga s'était occupé du cas Markkanen, il l'avait complètement éteint et les Allemands s'étaient imposés 91-61. Honnêtement, Steph, je n'imagine pas une seconde une demi-finale avec autant d'écart. Toujours compliqué. On a toujours tendance à dire compliqué de jouer 2 fois la même équipe, surtout qu'on leur avait mis 30 en phase de poule. Donc ça sera une autre configuration. La Situovi et son coaching staff vont forcément débriefer et essayer de mettre Lauri Markkanen dans des meilleures positions qu'il n'a pu l'être face à Adam Bonga. Isaac Bonga, pourquoi je dis Adam Bonga? C'est moi qui dis Adam. Ouais. Adam Bona. Isaac Bonga qui, bon, pour parler de polyvalence, hier il défendait sur Lucas, là il va se taper Lauri Markkanen, plutôt sympa d'avoir ce mec-là dans son équipe. À voir comment ils vont s'adapter pour justement que Markkanen soit plus impactant. Je crois qu'il finit à 11 points sur le match de poule, Markkanen face à l'Allemagne. Il y a que Bonga avait parlé après dans la presse en disant j'espère qu'il va faire des cauchemars et que je vais dormir. Écoute, je sais pas quoi dire sur cette rencontre-là en termes de qui a l'avantage sur l'autre.
Forcément, les Allemands, en termes d'expérience, on parlait de vécu collectif des Finlandais, mais ils affrontent une équipe aussi qui ont un énorme vécu collectif, puisque ce groupe-là est né depuis Berlin en 2022. La clé, c'est Markkanen, parce que on l'a dit hier, il gagne avec un petit match de Markkanen sur le scoring contre une équipe georgienne où c'est pas exceptionnel. Là, ils affrontent une équipe d'exception. Et je pense pas que les Finlandais puissent s'en sortir sans un énorme Lauri Markkanen, même s'il y a des très bons joueurs autour. Je pense que ça va pas suffire. Il faut que Markkanen fasse un match énorme pour essayer de l'emporter. Les Allemands, s'ils mettent un petit peu plus dedans qu'ils ont mis hier, là aussi, ça va être compliqué. Ils ont, je pense, plus de verticalité. Ton gars sûr, là, le poste 4-5, peut-être que lui va s'envoyer aussi sur Franz Wagner, parce que c'est peut-être un garçon en termes de taille qui va pouvoir stopper Franz Wagner. Je ne peux pas mettre les Allemands non favoris sur ce match-up-là, sur cette demi-finale-là. On est d'accord, les Allemands favoris, mais depuis qu'ils se sont rencontrés en phase de poule, les Finlandais ont battu les Serbes. Ils sont en demi-finale pour la première fois d'un Euro. J'ai l'impression que c'est presque plus la même équipe. Ouais, j'ai presque envie de dire c'est un avantage d'avoir pris 30 points finalement en match de poule, parce que ils vont être revanchards, forcément. Les Allemands, inconsciemment, quand tu as mis 30 à une équipe déjà dans un tournoi, même si tu sais que c'est une demi-finale, tu sais qu'ils jouent bien, tu peux les aborder un petit peu en disant on est favoris, ça va passer, on a juste à être sérieux. Non, je pense que la Finlande aujourd'hui, ils aiment en plus ce statut d'outsider. Ils n'ont rien à perdre, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme parce que tu as toujours à perdre quand tu es en demi-finale. Mais ils sont capables de battre n'importe quelle équipe. On a vu, ça dépendra aussi de leur adresse à 3 points. Comme l'a dit Stephen, forcément, il faudra un grand Markkanen. Voilà, ils sont capables de tout. Tout le monde peut apporter au scoring. On l'a vu soir après soir. Michael Jantunen qui fait un tournoi exceptionnel dans son rôle, dans ce qu'il a fait un peu cette année au Paris Basket, lui qui vient de signer au Fenerbahçe. Content Fener, parce que la dernière impression qu'ils avaient, c'était le quart de finale d'Euroleague où il avait été. Ceux qui sont contents, c'est surtout les supporters du Paris Basketball. Ils ne s'en sont pas remis du quart de finale de Michael Jantunen. Ouais. Et ils font que parler de ça. Il est exceptionnel. Il fait des énormes débuts de match à chaque fois pour lancer l'équipe. Il joue juste, il défend. Il est en mission défensive. Je me rappelle sa mission défensive contre Jokic où il fait l'effort tout le match de passer devant, de le priver de la balle. Voilà, aujourd'hui aussi, il va avoir des bons défis. Là, en aide, il provoque beaucoup de passages en force. Ça, c'est aussi une grande qualité. Et ça va être un match-up très, très intéressant. Je pense que ça sera peut-être la meilleure demi-finale à voir, en tout cas en termes de rythme, en termes de possession. Je pense que ce sera plus sympa que le Turquie-Grèce. Après, Dennis Schroeder nous a gratifié un match hier de celui qu'il avait fait avec Mani. À Mani, il y avait en demi-finale avec l'Allemagne, où il était passé en travers face à la Lettonie. Là, il va affronter un gamin qui, mine de rien, Edon Maxouni. Sur le match d'hier, il est énorme, le futur joueur du BCM Gravelines, passé par le Portel et Strasbourg. Il a mis des énormes tirs. Donc, il va falloir aussi se méfier de ces garçons-là. Ne pas avoir ce sentiment d'être hautain parce que je suis Dennis Schroeder, parce que je joue Maxouni, qui joue au BCM Gravelines Dunkerque. Dennis Schroeder, il ne doit pas connaître cette équipe-là. Donc, attention, parce qu'il y a toujours cette capacité, quand tu es censé être le petit poussé, à surperformer, surtout dans une équipe qui marche à merveille, quand tout le monde est en confiance, quand tu fais la passe au mec à droite dans un timing exceptionnel, tu sais que le mec va marquer, quand Mourinen reçoit les ballons, mec, tu as l'impression que tout le public et tous les joueurs savent que Mourinen il va filocher parce que c'est la star. Parce qu'il se dégage entre eux. Mourinen, Valtonen. Oui, Valtonen qui a des énormes tirs. Donc attention, méfiance à cet excès de confiance pour les Allemands et un petit peu ce côté hautain. Bon, j'ose espérer qu'à ce niveau-là, dans une demi-finale, il n'y a pas de prétention à avoir non plus. Oui et non, parce que le 8e de finale face aux Portugais, où pour le coup, il n'y a vraiment pas photo, ils ont mis 3 quarts temps à 6 mètres. Hier, face à la Slovénie, ils mettent 3 quarts temps à 6 mètres. Et c'est bien que tu parles de Schroeder, parce que hier, c'est Nikolic qui est en bugne avec lui. Alors, Nikolic, il donne 5 fautes, il s'y met. Mais on a senti la fameuse suffisance dont tu parles de la part de Schroeder. On l'a senti presque un peu trop facile, parfois, dans un match où au fait, il fallait mettre un petit peu la tête là où personne ne veut mettre le pied. Mais là où on reconnaît quand même un joueur supérieur, c'est qu'il est à 0,6 à 3 points et il en met à 0 degré à la fin qui, mine de rien, finit de faire la bascule. Après, Schroeder, j'ai rarement vu passer 2 fois de suite en termes d'adresse sur le scoring et sur l'impact sur un match. Donc, j'ose espérer que c'était celui d'hier. Et puis, quand tu es en demi-finale et que tu as un match pour aller en finale, parce que si tu fais champion du monde et champion d'Europe, médaillé de bronze en 2022, je pense que cette génération allemande, elle a terminé le jeu pour le pays du basket et que Dennis Schroeder pourra peut-être éventuellement tirer sa révérence. Carrément. Je ne serais pas surpris que si jamais ça se passe bien pour les Allemands, il arrête sa carrière internationale. On va suivre ça. On vous rappelle en tout cas que les demi-finales, ça commence demain, 17h, donc avec ceux de Allemagne-Finlande, suivi à 21h de Grèce
Turquie. Nous, on se retrouve samedi pour faire un débrief donc, des demi-finales et une grande preview de la finale. Messieurs, vos favoris? Nos favoris? Écoute, pour le match pour la 3e place, je vais aller sur Finlande, Turquie et Grèce, Allemagne en finale. La 3e place, allez, je vais dire Allemagne, Turquie. Tu vois les Finlandais passer? Ils peuvent le faire. Hot take, mon Toto. Non, ils peuvent le faire. Ok. Et du coup, à la finale, il reste qui? Il reste Finlande. Grèce. Deux équipes qui jouent en bleu et blanc. En bleu, voilà. On va pas qu'ils mettent les mêmes maillots, en tout cas. Voilà. Moi, je vois les Allemands aller en finale malgré tout et j'ai envie de mettre Giannis. T'as envie que Yanis, champion NBA MVP, qu'il emmène son pays sur le toit de l'Olympe. Je ne sais pas si j'ai envie parce que je trouve que les Turcs font un tournoi magnifique. On retrouve Sean Larkin qui est un joueur que j'adore, que Şengün est magnifique, mais ils ont peut-être perdu Sedi Osman, hein, les Turcs, ça il faut le dire aussi. Donc ça peut avoir une vraie importance. Je vais faire finale Grèce-Allemagne, c'est une finale exceptionnelle, et un match pour la 3e place entre la Finlande et les Turcs. Dites tout dans les commentaires ce que vous voyez pour ces demi-finales et nous, on se retrouve donc samedi pour une vidéo de débrief des demi et prévu des finales. Steph, On a joué au paddle hier. on a joué au paddle, ouais, mais on a fait des débriefs. Tout ça, ça sera mis dans un. D'accord, mais bon, les gens attendent, c'est un peu le. Alors, oui, les gens vont être surpris de voir que Steph est trop fort au paddle et nous a défoncé. Tu veux faire un. Non, je voulais juste signaler. Par cas je voulais juste signaler que le seul qui n'a pas gagné de 7 sur ce paddle hier est assis à ma droite. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est le seul qui n'a pas joué avec toi aussi. Ah oui, mais bon, là, sinon. Non, ils sont en plus un bon joueur. Thomas Dufort ne s'en est pas remis de ce paddle. Vache. Ouais. Je dirais qu'on a fait un track dans la montagne de 20 km. Il a fait l'UTMB du Mont Blanc, Thomas Dufort. Ah ouais. Extinction des feux, il a fait 2-7, plutôt bien, puis derrière. Il nous a dit je rentre à l'appart, je mange pas avec vous. On l'a pas revu depuis hier. Hein. On l'a pas revu on depuis hier. s'est pas vu. On l'a pas dit, mais bon, Thomas Dufort est toujours malade. Il s'est relancé avec un paddle et enfin, il sera là, en tout cas, pour lui, c'est jour. Et on allait à la pharmacie lui chercher. On s'occupe de notre Toto. Comment on dit pharmacie en laiton? Ah, je sais plus. Apotheca, parce que c'est l'étymologie de apothicaire qui veut dire pharmacie dans l'ancien temps. Oh là là, bravo. Comme quoi, on peut arrêter Là, j'ai quand même envoyé beaucoup de trucs et je vais me faire terminer dans les commentaires, je pense. C'est vrai. De toute façon, tu sais qu'avec tous les mecs cultivés qu'on a dans nos commentaires, tu vas te faire attraper. Dites-nous en tout cas ce que vous pensez de ces quarts de finale, de ces previews aussi des demi-finales. Et nous, on se retrouve donc samedi. Merci à la FIBA pour les studios. Je crois qu'on se retrouve là samedi prochain. Jérém, tu confirmes? Samedi, on sera là dans ces beaux studios, très confortable. Hein, mais Jérém toujours présent. Et normalement, c'est Thomas Dufort qui sera là. Je viendrai même un sort au milieu de vous, les amis. Jérém, c'est un peu le Bernardo de la First Team. Ouais, Jérém, c'est le meilleur surtout. Allez, bisous la famille, on se retrouve samedi.